Si la théorie de l'électeur médian ne convainc pas et que le seul principe de redistribution par le vote ne permet pas d'expliquer complètement la dynamique des dépenses publiques, il faut trouver d'autres explications. Parmi les explications proposées, il y a celle de Danny Rodrik, qui en 1998 va expliquer la croissance des dépenses publiques par l'ouverture des marchés à la concurrence mondiale. Il reprend à cette occasion l'idée que ce sont les défaillances du marché qui expliquent la croissance des dépenses publiques. Karl Polanyi a en effet déjà soutenu dans son livre de 1944, La Grande Transformation, que le capitalisme générait la dépense publique parce qu'il articulait deux formes de libéralisme qui avaient des effets opposés. Le libéralisme politique et le libéralisme économique. Le libre marché favoriserait l'instabilité des revenus, car l'autorégulation sur un marché libre repose essentiellement sur un mécanisme de succès et de faillites économiques. La faillite est régulatrice. Cela signifie que les revenus sont instables parce qu'il y a des risques de chômage et de ruine pour les capitalistes. La démocratie, de son côté, donne les moyens aux électeurs de contrer cette instabilité des revenus par des politiques d'assurance publique. La démocratie conduit à la mise en œuvre d'un système de régulation publique qui limite la volatilité des prix et leurs effets sur les revenus. Les dépenses publiques sont dans ces conditions la conséquence de l'instabilité des marchés. Elles sont induites par le marché lui-même. C'est parce que les électeurs aiment la sécurité économique et la stabilité qu'ils votent pour des partis qui protègent leurs revenus contre les crises et lissent les cycles économiques. Rodrik, en 1998, après Bad, Brock et Thaler, en 1991, reprend cette explication et propose un test économétrique qui montre qu'il existe bien une relation positive et significative entre le degré d'ouverture de l'économie, c'est-à-dire le ratio exportation plus importation sur PIB, et le ratio transfert public sur PIB. Là encore, un certain nombre de critiques et de remarques ont été adressées à cette explication. La première faiblesse de cette explication est de reposer sur une vision négative du libre-échange. Le libre-échange serait à l'origine d'une instabilité plus grande que la régulation publique. L'existence de cycles politiques peut contredire cette assertion. Les gouvernements, par leur politique financière, peuvent en effet provoquer des cycles qui n'auraient pas eu lieu sur un marché libre. Il n'est pas impossible ensuite que le libre-échange favorise la prospérité, que la prospérité favorise la stabilité politique et qu'in fine, la stabilité politique soit une importante source de stabilité économique. La seconde faiblesse de cette explication est de supposer que les électeurs ne cherchent pas à s'assurer sur un marché privé pour contrer l'instabilité des marchés. C'est comme s'ils avaient intégré l'idée que le marché de l'assurance était défaillant, ce qui est la marque d'une idéologie interventionniste qui n'est pas par nature partagée par tous les électeurs. La troisième faiblesse de l'explication est l'existence d'une autre interprétation de la relation entre dépenses publiques et protectionnisme. Cameron, en 1978, a en effet déjà soutenu que l'ouverture des marchés favorise la concentration industrielle et réduit les coûts de formation des syndicats ouvriers, qui deviennent alors plus puissants et plus capables de faire pression sur le gouvernement et les patrons pour avoir des transferts publics comme la sécurité sociale, des pensions de retraite ou des allocations chômage. Comme lors de la critique de la théorie de l'électeur médian, ce ne seraient pas les préférences des électeurs isolés qui expliqueraient la dynamique des dépenses publiques, mais les préférences des électeurs organisés en groupes de pression, en syndicats. L'explication par la formation et l'action des groupes de pression reste une théorie de la demande, mais elle délaisse l'explication par le vote et focalise l'attention sur le rôle des organisations politiques et sociales dans la formation des politiques publiques. Elle met en lumière le fait que les décisions publiques ne sont pas uniquement le résultat d'un mandat électoral. La politique ne se résume pas au vote. Elle passe aussi par des négociations plus ou moins secrètes entre les hommes politiques et les leaders syndicaux et plus généralement les organisations professionnelles.
La théorie des groupes d'intérêt substitue alors à l'action des partis politiques l'action des syndicats, des associations. Un groupe d'intérêt n'est pas en effet un parti, ou un groupe de pression, ou un lobby. Pourquoi ? Le parti est partisan, alors que le groupe d'intérêt renvoie à une action syndicale, professionnelle, associative ou humanitaire. Cette distinction, évidemment, entre parti et groupe d'intérêt n'est pas intangible, mais elle est utile. Elle n'est pas intangible car un syndicat peut être partisan. La Confédération Générale des Travailleurs, CGT, est proche du Parti communiste français. Il existe des liens entre la politique et les groupes d'intérêt. Mais le groupe d'intérêt s'organise autour d'un intérêt particulier, partagé par tous les membres du groupe. Il se distingue en ce sens du parti politique parce qu'il n'a pas l'ambition de servir l'ensemble des membres du groupe national. Il n'a pas un programme politique qui cherche formellement l'intérêt général. Il défend seulement un intérêt particulier, l'intérêt des agriculteurs, l'intérêt des ouvriers, l'intérêt des patrons, l'intérêt des sportifs, l'intérêt des banques, l'intérêt des assurances, l'intérêt des contribuables. Cette distinction entre parti et groupe d'intérêt est utile parce qu'elle rappelle qu'il existe des groupes qui sont censés rechercher l'intérêt de tous et des groupes dont le seul objectif est de se défendre et de promouvoir ses intérêts. Un groupe d'intérêt n'est pas par ailleurs forcément un groupe de pression. Les joueurs de boules de la ville de Dijon, par exemple, constituent un groupe d'intérêt. Il devient un groupe de pression lorsqu'il demande à la municipalité de lui financer une partie de son terrain de boules ou de le protéger d'une opération immobilière. Il défend son intérêt par l'action politique et ne devient pas, pour autant, partisan. Sur ces bases, on peut passer alors à l'explication par les groupes de pression de la dynamique de la dépense publique.